Je vais introduire un petit peu notre échange d'aujourd'hui et puis ensuite on va partir et on va mitrailler Tristan de questions pour justement qu'il nous parle de la Product Discovery et de la méthode Discovery Discipline dont il a sorti un ouvrage publié par Tiga donc voilà, on va creuser ça avec lui. Je vois que vous vous connectez tous, donc on va y aller. Salut Cédric! Yes, il y a des alumni maestro, cool. Trop cool. Ok, alors du coup, juste avant qu'on plonge dans le sujet, moi je voulais juste vous présenter un petit peu où on est aujourd'hui et pourquoi on organise cet event ensemble, pourquoi est-ce on accueille Tristan et Panthéa pour parler de Discovery. Et juste avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Flavie je suis du coup la personne qui organise et qui anime les Maestrix. Avec l'aide de Shana que vous allez voir dans le Slack et qui va aussi vous envoyer beaucoup de ressources pendant cet event. Notre objectif des Maestrix, c'est de rendre accessibles les notions de product management à tous et gratuitement. Et pour ça, en fait, on organise des events, des interviews avec des experts du produit pour qu'ils nous parlent d'une méthode, d'une expérience, de leur travail, en fait, en nous partageant, en fait, ce qui marche, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils recommandent pas. Et en fait, c'est comme ça qu'on se nourrit un peu de ce qui se fait d'autres entreprises par d'autres personnes et qu'on arrive à chacun à progresser sur notre job un peu au quotidien. Et du coup, là, c'est à vous. Vous allez nous mettre dans le chat qui vous êtes, qui est connecté avec nous aujourd'hui, avec qui on va passer cette prochaine heure. Ça nous aide un peu, Tristan, Panthère et moi, à nous rendre compte ce que vous attendez aussi, avec quel niveau de questions vous arrivez. Donc, dites-nous si vous êtes PM, product designer, vous êtes au market, et puis peut-être un petit peu ce que vous venez chercher aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous avez dévoré le bouquin de Tristan et que du coup, vous avez 2000 questions pour lui? Est-ce qu'au contraire, vous êtes un peu novice en product discovery et que du coup, vous êtes un peu au début de creuser sur les méthodes et sur ce qui se fait? Voilà, dites-nous. J'entends plein de ping. Est-ce qu'on a des réponses? PO, product designer, product manager, PM, designer, ok. Ok, donc majoritairement PM. Product marketing, yes, Emeline, Alumni Maestro. PM, ok, trop bien. N'hésitez pas à nous dire justement un peu ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui, votre niveau de connaissance et d'application de product design. Est-ce que par exemple, si vous êtes PM, vous êtes seul PM ou vous travaillez avec un product designer? Un peu ce type d'infos-là. Ok, et du coup, donc les Maestrix est organisé par Join Maestro, l'école du produit et de la tech. On existe depuis 2 ans, pile poil. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Ça tombe très, très bien. Et du coup, ça fait pile poil 2 ans. On a eu plus d'une quinzaine de formations. Et en fait, notre première formation qui a été lancée, c'est un bootcamp intensif pour devenir product manager en 7 semaines. Et dont il y a plusieurs alumni avec nous connectés aujourd'hui. Et depuis, en fait, on a beaucoup évolué sur d'autres thématiques qui gravitent autour du product management et de ces métiers-là pour en fait permettre aux talents du produit d'être formés sur les différents aspects et pas forcément de toujours en devenir super expert et de se spécialiser, mais en fait d'être capable de comprendre les autres sujets et de travailler avec des développeurs, avec des product designers, avec des product ops, des product marketing, avec plus d'aisance. Et du coup, pour ça, on a différents programmes que vous voyez là. Et que je ne vais pas forcément détailler maintenant parce qu'on on veut attaquer le sujet avec Tristan et Panthéa, mais il y en a un notamment en product design dont on vous parlera juste après avec Panthéa, qui est un programme en 8 sessions en cours du soir 100% en ligne, qui en fait a pour but justement de rendre accessible le product design et de former les talents du produit à ces méthodes-là. Mais on approfondira juste après. Est-ce que du coup, Panthéa, tu peux prendre le mic et puis te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, tes précédentes expériences et puis pourquoi tu es connecté avec nous aujourd'hui? Yes, avec plaisir. Merci de m'introduire. Alors moi, je suis Panthéa, designer depuis plus de 10 ans et j'ai la chance d'avoir commencé ma carrière chez PayPal où j'étais entre Paris et San Francisco sur les produits comme d'envoi d'argent, réception d'argent, facturation, etc. Les produits corps de la boîte. Et ensuite, j'ai fait une expérience, plusieurs expériences françaises, dont La Fourchette et Blablacar, où La Fourchette, c'était très différent. Je faisais partie de la founding team de l'équipe design. Je devais évangéliser ce que c'était le design, travailler, comprendre
comment ils travaillaient et leur expliquer ce que c'est le design OPM. Et puis chez Blablacar, je suis rentrée dans une équipe que Tristan connaît très bien. Là, j'étais senior designer je m'occuper des sujets du driver, du conducteur. J'ai voulu tenter une expérience en start-up très enrichissante depuis 2 ans où j'ai commencé en tant que premier designer dans une start-up qui s'appelle Heroes Jobs et qui est à Los Angeles, entre Los Angeles et New York. Les fondateurs sont là-bas, les business sont là-bas. Je suis rejoint comme premier designer, j'embauche mon premier designer que je manage, une équipe de freelanceurs, une expérience de dingo que j'ai quittée il y a 2 jours pour une belle opportunité qui arrive en juillet. Et pourquoi je suis là? Ça fait 2 ans que je suis avec Jen Maestro. J'ai commencé en tant qu'intervenant dans la formation PM pour la journée sur le design, expliquer c'est quoi le design au PM et qu'on travaille main dans la main, qu'on soit un trinôme incroyable. Et puis, l'année dernière, on m'a proposé d'écrire une formation sur le product design en 8 semaines et je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'on fait. En attendant, on est très heureux d'accueillir Tristan Charvilla, mon mentor, un de mes mentors, un de mes sources d'inspiration et un super designer depuis 15 ans. Tristan, je te laisse le mic. Bon, merci pour cette introduction. Salut tout le monde. Moi, j'ai un parcours qui ressemble un peu à celui de Panthère parce qu'on a passé pas mal de temps ensemble. Pour dire vrai, on s'est connus chez PayPal. Donc, moi, j'ai rejoint PayPal en 2010. Avant, j'étais dans une agence. Ça a commencé en 2005. Et en 2005, il se passait pas grand-chose au sujet du design. C'était beaucoup d'évangélisation. PayPal, superbe expérience. On a vécu peut-être la meilleure période là-bas où tout était simple, tout explosait de partout. C'était l'occasion d'avoir un petit peu la tête aux États-Unis, les pieds en France. Ça, c'était vraiment utile. C'est le moment aussi où les vagues de design thinking commençaient vraiment à arriver en Europe. Et donc, on était un petit peu sorte de point d'entrée pour PayPal du design thinking en Europe. Ça a été l'occasion d'expérimenter pas mal de choses et puis de développer une culture qu'en fait, on a développé un peu particulière. On avait l'occasion de faire la culture design PayPal en Europe. Donc, même si on était lié avec la Californie, c'était quand même loin. Donc, c'était un terrain de jeu assez extraordinaire. On a beaucoup expérimenté de choses. Quand les stratèges de PayPal ont décidé de recentrer les équipes design en Californie, je suis parti et j'ai rejoint Blablacar. Et là, c'était une autre expérience intéressante parce que c'était l'occasion de partir d'un sujet de rien du tout, from scratch, avec le founder, donc Fred Mazella, qui voulait lancer Blablacar Daily. Donc, on s'est enfermé près d'1 an pour construire quelque chose. Et ça, l'expérience de construire de rien, c'est aussi intéressant parce que partir d'une feuille blanche, c'est difficile. C'est une grande chance d'avoir cette opportunité-là, mais c'est aussi un vrai challenge. On a surtout l'habitude de travailler sur des gros produits, hein, et là c'était vraiment de rien du tout. Donc, voilà, très belle expérience. Ensuite, j'ai rejoint les équipes Blablacar. Et là, c'était une opportunité intéressante de connecter beaucoup d'équipes différentes, en fait. Pour les designers, il y a toujours cette idée que on voudrait influencer l'ensemble de l'expérience, avoir une approche end-to-end. Et puis, souvent, on se plaint qu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas la main sur le marketing, on n'a pas la main sur la marque, on n'a pas la main. Bon, là, il n'y avait plus tellement d'excuses parce qu'on avait créé une équipe qui regroupait le product design, la research, bien sûr, avec le contenu, mais aussi le product marketing et aussi la marque et le studio créatif. Donc, on avait une espèce de grande équipe créative design qui inclut le product marketing. Et là, c'était l'opportunité d'essayer de vraiment construire quelque chose de bout en bout. Voilà, j'ai quitté Blablacar, la grande famille Blablacar, il y a finalement assez peu de temps. J'ai pris un peu de temps pour travailler sur Discovery Discipline, qui est une longue histoire, on va en parler. Et puis, j'ai rejoint Malte il y a 2 mois de ça. Super boîte, super équipe design. Je sais qu'il y a quelques designers de Malte qui nous écoutent, alors je leur fais un coucou. Une super équipe et toujours, je crois aujourd'hui, cette passion de ces startups en train d'exploser avec des process à mettre en place, avec plein de choses à structurer, beaucoup d'énergie et un challenge de cadrage. Voilà, donc beaucoup de plaisir et ravi de voir tout le monde ici. Aussi très heureux de voir qu'il y a autant des PM que des designers, parce qu'on va en parler, Discovery Discipline, c'est vraiment l'expérience de faire travailler main dans la main le produit et le design, parce que moi, je crois profondément que c'est comme ça que le design grandit, c'est en aidant le produit, en fait, on s'alimente les uns les autres et on crée vraiment une culture produit/design qui est très vertueuse dans les entreprises. Super. Justement, on va parler de ton livre et de Discovery Discipline.
Et la toute première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Pourquoi ce livre? Pourquoi Discovery Discipline? Avec Rémi Guyot, qui est donc co-auteur et CPO de Blablacar. Ouais. Alors Rémi, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 15 ans. Et je crois qu'ensemble, on a vraiment été toujours dans cette école de comment faire grandir le design avec le produit. C'est un peu notre mojo. Et puis, beaucoup dans l'expérimentation aussi d'outils, de méthodes, de jeux de cartes, de tout un tas de choses qui permettaient de travailler à cette cohésion entre le produit et le design. Donc, en fait, on bosse comme ça depuis 15 ans. On a créé plein d'idées, plein de protos, plein de présentations, plein de choses. Et puis, quand on est arrivé chez Blablacar, on venait avec tout notre historique d'outils, toute notre boîte à outils de chez PayPal. Et là, on avait vraiment l'opportunité, en fait, de mettre en œuvre tout ça, d'avoir une équipe complète qui allait pouvoir travailler avec ces méthodes qu'on avait expérimentées. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à penser que tout ça, c'était cohérent et qu'on allait pouvoir créer un vrai framework pour le design et le produit, travailler ensemble dans cette idée de optimiser le sujet de la discovery. Le fait d'avoir écrit un livre, c'est un peu par hasard en fait, et c'était au départ, l'intention n'était pas de faire un livre au départ. Ça a commencé, c'est un peu personnel, mais quand j'étais en confiné, on était parti un peu à la campagne, et je sais pas, c'est peut-être l'air de la campagne qui fait ça, mais ça m'a donné envie de poser sur le papier des choses qui me passionnent, un petit peu de regard en arrière. Il s'est passé plein de choses dans la tête de tout le monde dans ce moment-là. Moi, c'était un peu un regard en arrière en me disant qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, où est-ce que j'en suis, et j'ai eu envie juste d'écrire pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire ça. J'avais aucune velléité à en faire quelque chose. Doucement, ça prend forme, ça devient des articles. Je me dis peut-être on va faire un article. Et puis les articles grossissent, et puis ça finit par faire quelque chose qui ressemble un peu à soit à quelque chose qui n'est pas partageable sur Medium parce que c'est trop gros, mais pas non plus un gros livre. Donc les choses se font étape par étape. Et puis Rémi me rejoint en voyant ce qui est construit, en disant mais en fait on peut faire quelque chose. Donc l'apport extérieur aussi nouveau qui a donné un nouvel élan à tout ça, qui n'était plus une espèce de download personnel, mais qui commençait à devenir quelque chose de partageable. Et puis, on commence à regarder un peu côté éditeur, qu'est-ce qui existe. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu une expérience fantastique sur ce que c'est que l'édition. On parle aux gens qui ont édité un livre, ils nous disent bah oui, c'est bien, mais alors ils prennent les droits, ils prennent tout. Après, il faut leur demander l'autorisation pour faire tout et n'importe quoi. Et donc, la première idée, c'était de dire plutôt que de donner les droits, on va donner le livre à tout le monde. On va faire un PDF et puis on va le lancer. Et à ce moment-là, on a des discussions avec Piga, qui est une boîte de conseil qui fait aussi de la formation spécialisée dans le produit, dans le design. Et ils éditent pas mal, ils font pas mal de production de contenu. Et ils nous disent, mais en fait, on peut faire plus, on peut faire un livre plus une formation. Parce qu'en fait, ça a vocation à aller au-delà. C'est une méthode, c'est pas un roman, c'est pas juste une lecture, c'est une méthode. Voilà, et on en est arrivé à ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte. Il y a beaucoup de gens qui disent ça quand on construit quelque chose, c'est au fur et à mesure, les gens viennent aider et tout. On sait que c'est vrai, mais de le vivre, c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc c'est devenu un livre par l'effort des autres, par les ambitions des autres, par tout ce que les autres ont apporté sur, au départ, juste un article ou un travail personnel. D'accord. Super clair. Et du coup, tu écris avec Rémi Guyot, qui est CPO, comme on disait tout à l'heure. Oui. Est-ce que dans ce livre, il y a des parties qui sont plus dédiées à un product manager qu'à un designer et vice-versa? Alors, en fait, la méthode, elle est structurée en 7 étapes. Et c'est 7 étapes par lesquelles il faut passer pour transformer l'initiation d'un projet dans une solution qui va partir en delivery. La philosophie, c'est ça. Et un petit peu le besoin qu'on ressentait, c'est qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'activités de discovery qui existent. Il y en a plein, des méthodes, des choses. Mais souvent, on avait l'impression qu'on s'arrêtait à une solution qui n'était pas encore prête pour la delivery. Voilà. Alors, on fait des prototypes, on peut faire des prototypes en papier, on peut faire des tests, on peut faire plein de choses fantastiques, mais souvent, ça reste des bonnes idées de groupe et c'est assez rare, en fait, qu'on voit notre sujet partir directement dans des mains des devs. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même ça à la fin. C'est qu'on fabrique et que ce soit live à un moment ou à un autre. Donc, on vivait un petit peu avec cette ambiguïté et c'est ça qu'on a cherché à résoudre.
Maintenant, est-ce qu'il y a une partie plus design ou une partie plus produit dans ce cycle-là? Oui, c'est sûr. Il y a des moments, en fonction des étapes, où on voit que c'est le PM qui va être le moteur de ça et d'autres où ça va être le designer. Donc, si on prend des exemples concrets, la première étape, donc les 7 étapes, c'est focus. Ça fait 7 lettres, F-O-C-U-S-E-D. Donc, chaque étape a un nom. Donc, sur la première étape, on va aller travailler le KPI, la cible, l'impact business qu'on cherche à avoir. Forcément, le product manager, il est plus naturellement leader dessus. Maintenant, faire ça sans le designer, c'est une erreur. Quand on pense que c'est une erreur, parce que le designer, il a aussi besoin de complètement comprendre, digérer ce qu'on cherche à atteindre. Et donc, dans cette étape-là, on a le PM probablement en tête et le designer qui travaille avec lui. Au fur et à mesure, on va aller typiquement dans une activité de recherche de problèmes utilisateurs, où là, difficile de dire qui doit être devant et qui doit être derrière. On a des PM très pointus sur la recherche utilisateur, donc les designers, la research qui vient. Et puis après, on a des phases comme la phase qu'on appelle execute, où là, je construis mes interfaces. Et où là, évidemment, c'est le designer qui passe devant. Mais de la même manière qu'au début, si le product manager n'est pas dans la dynamique de création des écrans, on perd énormément de valeur. Donc, pour revenir à ta question, oui, il y a des moments où c'est plus design, plus produit, mais dans tous les cas, c'est un duo avec des ressources complémentaires éventuellement et toujours un livrable commun à chaque étape. Donc, c'est vraiment une méthode qui cherche à faire travailler les deux PM designers en permanence ensemble sur tous les sujets. Ok. Et tu parles de livrable. Donc, ce livre, il parle aussi beaucoup de convergence. Pourquoi ce sujet? Oui. Pourquoi se focaliser sur la convergence? Tu as raison. Et c'est la partie discipline, en fait, on a discovery discipline, c'est un petit peu cette tension entre un mot qui veut dire beaucoup de liberté et un mot qui veut dire beaucoup de discipline. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je crois que les deux vont ensemble. Et c'est un petit peu la différence entre l'art et le design. Hein. On dit l'art, c'est poser des questions, le design, c'est apporter des réponses. Je pense que le design, il impose une forme de discipline, il impose des process. Alors évidemment qu'il y a une partie créative dedans, mais il y a une citation du livre qui a été vraiment une source d'inspiration de tout ça. C'est les rives sont la chance du fleuve, elles l'empêchent de devenir marécage. J'aime beaucoup cette métaphore parce que on est assez proche de ça dans les activités créatives. S'il n'y a pas de rive, si on ne met pas de barrière, en fait, ça part dans tous les sens. Et pour une activité artistique, c'est pas un problème. Par contre, si ce qu'on veut à la fin, c'est partir quand même dans un process de delivery, on est obligé de mettre un cadre à tout ça. Donc ça, c'était un peu la source de départ. J'ai toujours réfléchi comme ça. C'est le mix entre créativité et discipline. Et puis l'autre constat, c'est que on a beaucoup démocratisé les activités de discovery. Il y a 15 ans, faire un brainstorm en disant vous inquiétez pas, on peut dire n'importe quoi, c'est pas grave, c'était pas une évidence. Aujourd'hui, on le fait très bien maintenant. En fait, la vague du design thinking, elle nous a beaucoup aidé à évangéliser des sujets d'exploration. Donc ça, on a pareil, les itérations. On accepte beaucoup mieux le fait qu'on fait des erreurs et qu'on réajuste. Ça fonctionne bien. On est meilleur à faire des protos pour tester. Donc, on s'est beaucoup libéré sur des sujets. Par contre, je crois que là où on a moins de méthodes et où on est moins fort encore aujourd'hui, c'est sur la partie convergence, en fait. Très difficile de prendre des décisions. Et donc, c'est un petit peu le constat qu'on avait, c'est qu'on a beaucoup d'activités qui permettent de générer des idées et de les tester un peu, mais peu d'activités qui forçaient un vrai travail de convergence. On dit, oui, il y a plein de problèmes, c'est très bien. Maintenant, c'est quoi le problème qu'on a envie de résoudre ici? Il y a plein d'objectifs business, c'est très bien, mais c'est quoi l'objectif business qu'on veut résoudre? Donc, ce discovery discipline met un effort très particulier, et c'est ça, je pense, un peu le différenciateur du livre par rapport à votre méthode, c'est on laisse beaucoup de place à la discovery, et d'ailleurs, on propose des activités pour générer des insights, mais on n'a pas de visée exhaustive, il y en a plein et on peut en rajouter. Par contre, il y a des livrables à chaque étape qui sont là pour forcer l'activité de convergence et de dire très bien, on a trouvé tout ça, et c'est quoi ce qu'on va retenir. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je crois, parce qu'on génère plein de bonnes idées. C'est facile de tuer les mauvaises idées, ce qui est dur, c'est de tuer les bonnes, parce qu'il faut en enlever.
Sinon, on continue à être dans une forme de marécage de bonnes idées. Et justement, du coup, pour tuer les bonnes idées, ta méthode s'appelle Focus. Enfin, c'est l'acronyme que tu lui as donné. Focus. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ces 7 étapes clés sous forme de l'acronyme Focus? J'ai demandé aux participants s'ils étaient déjà familiers et on a 78% not yet. Donc, il faut changer ça, il faut tous leur éclaircir la C'est le méthode. bon moment. Alors, ces 7 étapes, en fait, la méthode est extrêmement flexible. Au début, on voulait l'appeler la méthode accordéon, mais on ne trouvait pas que c'était fantastiquement vendeur. C'est pas joli, c'est dommage. Mais c'est un peu l'idée. Donc, ces 7 étapes, et l'essentiel de ces 7 étapes, c'est de remplir les 7 livrables qu'elles contiennent. Ça peut prendre quelques heures, mais ça peut prendre des mois. Ces livrables, ce sont juste des points de passage qui garantissent qu'on est très clair sur ce qu'on cherche à faire. Donc, si on est déjà très clair, ben, en fait, ça va très vite. Donc, c'est adaptable à beaucoup de projets, en fait. Je rajoute ça, après, je vais rentrer dans les étapes, mais quelque chose qu'on a réalisé aussi, c'est que souvent, la product discovery, on la réservait à des projets exceptionnels. On disait, ah non, mais c'est lourd, c'est un gros truc, on va le faire, mais par contre, on ne le fait pas tout le temps, hein, parce que là, c'est vraiment… Voilà. Ça, on voulait le combattre aussi, parce qu'on pense que c'est pas vrai, c'est simplement que ça dépend de l'énergie qu'on a envie de mettre dedans. Donc oui, petit projet, petite discovery, gros projet, grosse discovery, ça fait sens. Mais par contre, la discovery, c'est pas synonyme de grosse machine à gaz. Donc c'est comme ça qu'on a pensé cette méthode. Par contre, c'est synonyme de précision. Il faut être clair sur ce qu'on cherche à faire. Donc, si on balaye les étapes, donc focus, c'est frame pour la première, observe pour la deuxième, claim pour la troisième, unfold pour la quatrième, steal pour la cinquième, execute et decide. Voilà, je vous ai tout dit. Frame, c'est l'étape dans laquelle on va demander de définir précisément l'ambition du projet. D'accord? Donc, il va se passer plein de choses. On va aller avoir plein de discussions, on va chercher de la donnée, on va faire tout ce qu'il faut pour être clair sur, OK, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Le livrable de cette étape, c'est quel est le KPI qu'on a envie d'atteindre. Voilà. Pas les, mais celui qui est le plus important qu'on a envie de faire bouger. Quel est ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire le KPI pour le coup qui ne doit pas chuter si celui-là est optimisé. Je vous prends un exemple. Si demain je dis que je veux 100% de sign-up sur mon produit et que j'ai une personne par mois qui le fait et qui arrive, j'ai 100% de sign-up. Et par contre, j'ai complètement effondré mon business. Donc, on voit que quand on a un KPI, parfois, en dégradant un autre, on l'obtient, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. D'accord? Donc, on peut se dire très bien, bah alors, moi, je veux un meilleur sign-up, mais je ne veux pas perdre en volume général. Je veux plus de réussite, mais pas perdre en volume, ou je veux gagner en volume, et de combien je veux gagner en volume. C'est cet équilibre-là qui est intéressant et qui définit un peu l'ambition du projet. C'est très important cette ambition parce que on ne demande pas au départ sur le projet à dire je veux gagner 5 points sur mon sign-up. On demande quelle est la magnitude. Mais dire je veux gagner 5 points ou je veux en gagner 80, ça sous-entend pas du tout le même travail derrière. Donc c'est ça qu'on cherche à préciser. Quand on dit être précis sur le KPI, c'est se dire quelles données et de quelle amplitude on cherche à avoir cet impact. Voilà. Et donc, premier livrable, qu'est-ce que je cherche à faire? Damage control et quel temps je veux passer sur ce projet. Oui, je vois, n'hésitez pas si vous ne comprenez pas des acronymes, absolument. Et je vais essayer d'en utiliser moi. Première étape. Deuxième étape, c'est le O et c'est l'étape Observe, où là, on cherche à définir quel est le use case qu'on cherche à adresser, le cas d'usage. D'accord? Pareil, plein d'activités de découverte. On plonge dans la réalité utilisateur, on peut faire des interviews, on peut faire des calling campaigns. Tout ça en fonction de nos budgets et du temps qu'on a alloué. Par contre, ce qu'on cherche à voir à la fin, c'est quel est le use case qu'on veut adresser. Pour ceux qui ont vu quelques présentations, la question un peu cette étape, c'est what the fuck. C'est FUC, ça fait first use case. Et donc, dans le livre, on parle de cette question what the fuck. Le first use case, c'est quoi? C'est je suis tel profil et je cherche à faire telle action, mais j'ai des bloqueurs, il y a des choses qui m'empêchent de le faire. Et donc, au final, je suis obligé de trouver des contournements.
Voilà ce qui est en gros le framing du first use case. OK. La troisième étape, qui je crois est très particulière, et j'ai vu passer le nom de Teresa Torres tout à l'heure, on en parlera peut-être plus précisément, mais typiquement, c'est une des choses qu'il n'y a pas dans le Continuous Discovery, c'est d'intégrer le marketing à notre approche. C'est de se dire qu'en fait, positionner une feature très tôt dans le cycle, c'est extrêmement utile pour tout le monde. Et donc, ce claim, merci Antoine, merci beaucoup. Donc, ce claim, cette troisième, c'est est-ce qu'on peut définir le positionnement de notre fonctionnalité? On n'a pas besoin de l'avoir designé déjà. On veut juste savoir si tu parlais de cette fonctionnalité à ton client, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu lui présenterais? Encore une fois, plein d'activités de Diverge et cette livrable de Converge qui se matérialise sous la forme d'un tweet. Donc, en gros, tu travailles sur cette nouvelle fonctionnalité, écris un tweet de 280 caractères que tu pourrais partager à tes clients. Et si tes clients le voient, on attend à ce qu'ils se disent « Ah oui, oui, très bien, très utile, j'ai compris. » Voilà. C'est un exercice très compliqué pour l'avoir expérimenté. C'est un exercice où on a du mal à comprendre la nécessité certaines fois. Et souvent, on la comprend dès qu'on commence à diverger sur des idées. Comment tu fais pour mesurer la qualité de ce tweet que tu écris en début de parcours du projet? Ouais, tu as raison, c'est un exercice difficile. En fait, les livrables, c'est ça. Ils sont tous très simples. C'est tous une page avec quelques mots à mettre dedans. Donc, en fait, ils sont tous très simples, mais au fond, si tu n'es pas très clair, ils sont très difficiles. C'est pour ça que c'est un filtre de clarté. Et si tu es clair, c'est hyper simple d'écrire un tweet. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais si tu n'es pas clair, tu ne peux pas. Donc, pour l'écrire, d'abord, ça demande pas mal de travail de recherche, de travailler. Les focus groups sont assez utiles dans ces phases-là, mais bon, il faut aussi savoir un petit peu quelle est la stratégie marketing. C'est pour ça que les équipes marketing sont importantes. Et idéalement, tu peux finir par présenter ton tweet à ta cible. Si tu veux, le tweet, c'est la synthèse entre mon objectif et le problème. J'ai compris où je veux aller, j'ai compris le problème, et donc je suis capable de phraser ça pour que mes clients disent « Ah bah oui, oui, ça parle bien de mon problème, et c'est bien ça qui m'intéresse. » Voilà. Donc, la réaction des utilisateurs face à ton tweet, c'est ça qui est le meilleur indicateur. Ça reste du quali. Peut-être qu'on pourrait le faire en quanti. Peut-être que d'ailleurs, c'est utilisé ça comme des MVP pour certains produits. Je voyais ça il n'y a pas très longtemps, un groupe de rock qui voulait enregistrer une vidéo d'un concert, mais le budget pour enregistrer la vidéo, c'est colossal. Et donc, avant de faire le concert, ils tweetent, on enregistre la vidéo à tel concert et ils voient la masse de gens qui sont enthousiastes. Tu peux même faire des pré-achats là-dessus. Donc peut-être qu'on ne l'a pas fait, mais je serais ravi si quelqu'un d'entre vous le met en œuvre. J'adorerais savoir comment ça se passe, de pré-tweeter une feature en fait, en disant on va lancer ça, alors que la feature n'existe même pas. C'est un petit peu ce qu'a fait Airbnb dans ses annonces, les 100 nouvelles features du produit, où ils ont annoncé avant de sortir quoi que ce soit, les features qu'ils allaient construire. Et en fait, si tu regardes comment ils les ont annoncés, ils les ont annoncés avec un tweet, en tout cas avec 3 lignes par feature. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ils ont fait, c'était il y a 2 ans, je crois, où ils ont fait cette annonce, voilà, 100 features qu'on va shipper. Et chacune, il y avait une petite description de quelques lignes, en fait. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un super exercice. Et alors, pour revenir à l'utilité de ça, c'est que ça te donne une ligne directrice, autant pour le produit que pour le design, que pour le marketing. C'est-à-dire que si tu as décidé de positionner ta feature, je ne sais pas moi, très tech, tu dis on lance un super algo incroyable, dans la manière dont tu vas concevoir ton expérience, tu vas avoir toujours ça en tête. C'est inspiré par de l'algo, ça doit être techno, tu vas le refléter dans tes illustrations, dans la façon dont tu vas t'exprimer dans ton flow. Donc c'est vraiment un driver pour toute l'équipe. Ok. Voilà. L'étape suivante, c'est la partie unfold. Et là, on demande à tout le monde juste de prendre du recul sur l'expérience, donc de la déplier. Je crois que souvent, quand on conçoit une feature, on met beaucoup le nez dans notre feature. Et on le voit bien avec les systèmes de squad aussi. On voit bien que chacun est complètement focalisé sur sa partie du produit. Et parfois, on en oublie le fait que, en fait, on crée un tout petit bout d'un grand ensemble.
Et donc, cette activité de prise de recul, elle est extrêmement vertueuse pour ça. Et elle est extrêmement vertueuse pour optimiser, en fait, les autres canaux au-delà du produit. Je vous prends un exemple. Je suis sûr que vous détestez tous ces emails qui, lorsque vous faites une search sur booking.com, je fais une search pour juste regarder le prix des hôtels à Barcelone. Pendant les 6 prochains mois, il va me parler de Barcelone. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est une pratique que j'encourage, n'empêche que ça marche bien. Et ça marche bien parce que on utilise pour la performance du produit d'autres canaux de communication qui sont les emails pour me faire revenir dans le produit. Donc, un PM qui essaierait d'optimiser son taux de transformation de sa search, d'accord, il pourrait se dire, ah ben j'ai quelqu'un qui s'en va, qui drop, il est perdu. En fait, je crois qu'il n'est pas perdu. Il est juste, c'est un drop temporel. Et si, quand j'ai conçu mon expérience, je peux aller le rechercher, par exemple, avec ces emails, et qu'effectivement il revient, ben en fait, il n'était pas perdu. Il était juste débranché pendant une période. Ça fonctionne aussi avec des choses qui peuvent se passer avant, comme des campagnes marketing. Si je veux construire une feature, il faut aussi que je pense à comment on va en parler. Et ça marche aussi avec les services clients. Voilà, des gens qui auraient vu ma feature, pour qui ça ne fonctionne pas, bien un service client qui va le faire revenir. Donc l'exercice qu'on demande en Unfold, c'est d'identifier ces points comme ça importants de contact au-delà de la feature du cœur produit. Étape style, je crois que c'est ma préférée et je serais ravi que ça déclenche des foudres dans les commentaires parce que celle-ci, en fait, c'est juste encourager les designers à aller voler des choses qui existent déjà ailleurs. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on fait tous du design, c'est ma théorie, mais qu'on ne veut pas toujours se l'avouer. Alors les musiciens, ils sont très sur la retenue, ils appellent ça des influences. C'est très joli, les influences. Mais en fait, c'est un peu le même principe des influences. Ça veut juste dire que j'ai digéré des tonnes de patterns d'autres musiciens et que je les refabrique derrière. En fait, je les remets d'une autre manière. Mais c'est de l'inspiration. Alors oui, Lucie, tu as raison. Pas voler, s'inspirer. C'est pour ça qu'on a voulu aller sur voler. C'est parce que pour piquer un petit peu dans le vif, c'est pour avoir ces discussions. C'est-à-dire de dire, très bien, je crois que c'est un peu la même chose. Voler, ce que j'aime bien oui, rendre hommage aussi. ça peut. Chez Blabla, on disait, on reprenait du Picasso pour dire style la canne. Exactement. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans le mot voler, c'est que on le fait sien. Copier, c'est une chose. Voler, c'est autre chose. Et donc, voler, ça veut dire que je me l'approprie. Alors, voler un objet à quelqu'un, c'est pas ça. Mais voler une idée et me l'approprier, c'est très intéressant comme concept. C'est-à-dire que c'est plus son idée, ça devient la mienne, et en fait, j'ai pris des choses dedans qui m'intéressent. Mais je pense que dans l'idée, on est tous d'accord sur le fait que, bon, est-ce qu'on dit inspirer, est-ce qu'on dit voler, est-ce qu'on dit… Mais c'est ça l'intention. Et donc, pour ensuite être très pragmatique, je vais vous donner un exemple que j'explique dans le livre, mais qui me parle toujours parce que ça m'arrive encore, c'est que je loue des voitures pour partir en vacances. Et à chaque fois que je loue une voiture, je m'assois dedans, je la démarre, je conduis, aucun problème. Peu importe le modèle, je sais le faire. Par contre, 2 fois sur 3, je suis incapable de changer la station de radio ou de mettre la musique que je veux. Parce que les constructeurs automobiles, on a l'impression qu'ils ont envie à chaque modèle de voiture d'inventer une navigation dans le système audio. Et ils ne savent pas le faire. Franchement, c'est jamais incroyable et surtout, c'est tout le temps différent. Et je remercie le ciel qu'il ne soit pas aussi créatif pour les pédales d'accélérateur et pour trouver le frein, parce que je serais planté dans les feux rouges depuis longtemps. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a un côté, en fait, quand il y a des patterns qui existent, qui sont digérés ailleurs, en fait, il faut les réutiliser. Parce que les utilisateurs, en dehors de quelques applications très particulières, ils viennent pour exécuter une tâche. Ils viennent pas pour s'éclater à découvrir des nouveaux patterns UI, en fait. En fait, ça, c'est pas vrai. Donc, on parle de Blablacar. Chez Blablacar, on utilise des maps. Honnêtement, la guideline pour les équipes design, c'est aller prendre tout ce que fait Google Maps. Ils ont 1 milliard d'ouvertures par jour. Ils ont des équipes de design fantastiques.
Mais pourquoi on réinventerait quoi que ce soit là-dedans? Si on veut disrupter le marché de la map, très bien. Mais enfin, si c'est pas le cas, ça n'a aucun intérêt d'aller réinventer les maps. Tout le monde connaît, tout le monde utilise ça. Vas-y, Panthère, je vois que tu veux poser une question. Ouais, non, mais termine. Et j'ai une question. C'est comment justement tu tombes pas dans pour avoir une expérience chez La Fourchette, où lorsque je suis arrivée, on est venu me voir en me disant on va changer les filtres. Il faut qu'on change les filtres parce que Airbnb a changé la façon de faire des filtres. Maintenant, on a des chips, on fait des chips. Comment ne pas tomber dans cette facilité-là où on réfléchit même plus alors que tu as des grands noms, et je pense que c'est ce qui fait que la puissance d'Airbnb, où ils inventent des patterns, ils sont des pattern setters, des trendsetters, pardon. Et comment tu fais pour, ok, on va steal like un artiste, mais on va pas faire juste, je l'ai vu dans le chat, du copycat et être toujours, en gros, un train en retard. On se dit, bah, Airbnb le fait, donc on va le faire, ou Facebook le fait, on va le faire. Comment on fait pour pas tomber dans ça? Tu as complètement raison. Et c'est du vol actif, c'est pas passif. C'est-à-dire que c'est pas parce que Airbnb change les filtres qu'on change les filtres. Hein, entièrement d'accord. Et c'est même un risque. Des fois, ils font des A/B tests. Moi, j'ai connu ça, de boîtes où tu es dedans et où tu vois les autres copier, alors que tu dis, mais en fait, on fait juste ça, mais on n'a pas la moindre idée de pourquoi on le fait, si vous le saviez. Donc, oui, tu as entièrement raison. Je pense que dans la méthode, l'étape style, elle suit l'identification de ton objectif, l'identification du problème à résoudre, le positionnement de ta feature et la considération end-to-end. C'est-à-dire que là, tu vas chercher les bouts dont tu as besoin. Et ce n'est pas influencé par le fait que Airbnb il s'est mis à changer des filtres. Ça, ce serait de déclencher un projet. Dire, il change des filtres, bah, on va aussi changer des filtres. Là, ce n'est pas ça la philosophie. C'est moi, j'ai besoin d'optimiser ma géolocalisation sur la map à tel moment. Okay, et là, dans ce cas-là, je me dis, OK, quel est le pattern aujourd'hui très stable sur la façon dont je me géolocalise dans un endroit que je pourrais réutiliser pour résoudre mon problème. D'accord? Donc, on ne part pas du fait que les autres résolvent leurs problèmes ou ont une idée. On part du fait que moi, je peux résoudre un problème que j'ai identifié, indépendamment de ce qu'ils font. Et pour le résoudre, je vais essayer de reprendre les patterns existants qui me semblent les plus efficaces parce que souvent les plus répandus. Mais ce n'est pas que ça. Je crois que style, c'est un art. Et je pense qu'il y a des ceintures. Tu vois, il y a la ceinture blanche du style jusqu'aux grands voleurs fantastiques. Et style, c'est aussi s'inspirer de choses qui n'ont rien à voir avec l'application d'en face. D'accord? Quand j'en discute, j'avais des discussions sur LinkedIn au sujet de Discovery Discipline et quelqu'un me disait, moi, mon inspiration, je la puise dans la physique. J'aime les sciences physiques et donc je m'inspire aussi du monde réel et de la physique. C'est ça aussi le style. Hein. Donc, c'est pas uniquement de copier une feature, c'est d'aller s'inspirer de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est de l'inspiration, mais d'une certaine manière, je vole le design ou les règles de la nature pour les intégrer dans mon système. Donc, je crois qu'il y a plein de grades dans le style. Mais pour commencer, je pense que d'aller voir les patterns qui existent autour dans le monde digital et les réutiliser, c'est déjà une très, très bonne pratique parce que ça aide tout le monde. Voilà. Et pour le coup, j'ai vu passer, c'est dur de suivre les commentaires en même temps, mais j'ai vu passer le sujet de propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, il n'y a pas tellement de sujets autour de protéger des patterns d'usage. Je ne crois pas que c'est dans l'intérêt de qui que ce soit, pour être honnête, de faire ça. Je pense qu'on n'est pas dans une activité artistique, on est là pour développer des usages. Et donc, qu'on ait des patterns communs, c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait. Hein. Donc, yes. On le voit beaucoup avec Netflix protégé, c'est possible. Et en tout cas, aujourd'hui, on a très, très peu de, je ne sais pas pour Netflix, mais très, très peu de patterns comme ça qui posent problème. Je pense pas que enfin, je veux pas dire de bêtises, mais Netflix, en termes d'interface, ça dépend de ce que tu veux, ce que vous voulez dire, mais il me semble que tout ce qui est UI, c'est impossible. C'est impossible que ça soit protégé. C'est juste. Ouais, c'est compliqué. Et encore une fois, enfin, ça ouvre des débats intéressants, hein, parce que je sais que ça peut challenger ces sujets-là sur le côté, mais en fait, il n'y a plus de créativité, tout se ressemble. Et c'est pas faux, hein. En même temps, tous les marteaux, ils se ressemblent, hein, pour être honnête. Hein. À un moment donné, non, mais c'est vrai aussi, ça que quand on crée des outils,
Oui, à un moment donné, on converge parce que en fait, c'est une solution qui semble. On peut être créatif pour créer des marteaux. Il y a probablement un petit marché pour ça, mais à la fin, ils sont tous pareils. Donc, Et on le voit avec les. Pardon. Non, vas-y, excuse-moi, je voulais pas te J'allais dire, on couper. le voit avec les apps de VTC. Ça, c'est la caricature du moment. Les apps de Claire. VTC, c'est toutes les mêmes. Et Alors, ouais. justement, tu vois, je rebondis rapidement sur les marteaux, c'est tous les mêmes. Il y a pas mal de designers que je rencontre qui disent le design system, c'est le poison de la créativité. Ça a tué la créativité de beaucoup de designers. Et il est vrai que c'est le danger de tout designer junior de s'enfermer dans un design system. J'aurais aimé savoir ce que tu en penses, toi, et comment on fait pour justement faire de ce design system une puissance, et c'est ce à quoi je crois, plutôt qu'une prison dorée. Ouais. Il y a plusieurs sujets là-dessus. Je crois que sur ce point-là, c'est un peu toujours la même logique. Quand je vous dis on prend des patterns ailleurs, c'est vrai jusqu'au moment où il n'y a pas le pattern ailleurs. Tout à fait. Et alors celui-là, il va falloir être bon, hein, parce que je ne sais pas sur quoi, quelles apps travaillent tous les personnes de la salle virtuelle, mais probablement que pour la plupart d'entre nous, c'est des apps que les gens utilisent 20 minutes par mois, ce serait déjà bien. Des fois, c'est 5 minutes par mois. Des fois, c'est juste 5 minutes par an. Donc, créer des nouveaux patterns, c'est extrêmement difficile. Voilà. Donc, toute cette idée de style, c'est de se dire, on va pouvoir se concentrer juste sur les choses qu'on ne peut pas aller voler ailleurs. Et là, il va falloir être très fort parce que la bande passante et l'énergie qu'on va prendre aux gens à apprendre notre nouveau pattern, ça va être très compliqué. Donc, c'est la même chose pour le design system. C'est-à-dire que, honnêtement, être créatif sur des champs de texte à chaque projet, je ne crois pas. Je crois qu'il y a énormément d'objets, ça ne nécessite pas de remettre en permanence en question la créativité des patterns. Par contre, si on se retrouve avec des patterns très spéciaux sur lesquels il faut être bon, mais là, en fait, ça remonte beaucoup la barre parce que faire une variation pour ta page dans ton coin, c'est une chose. Mais s'il y a un design system, ça sous-entend que ta variation, il va falloir que tu la travailles sur toute ton expérience. Et là, la barre, elle monte considérablement. Donc, ça rend, oui, moins de créativité un peu en mode marécage. On parlait des rives du fleuve tout à l'heure. C'est pour ça que j'adore cette métaphore, parce que c'est vraiment ça. Ça n'empêche pas de couler la rivière, d'avoir des rives. Ça juste, ça l'empêche de devenir un marécage. Ben, le design system, c'est un peu la même chose. Ça n'empêche pas d'être créatif, mais ça empêche d'être créatif sur tout et dans tous les sens tout le temps. Tristan, on me dit dans l'oreillette qu'il faut parler d'execute. Il faut parler d'execute. Alors, on parle d'execute. Donc voilà, donc là où on en est, on a, pardon, le livrable de style, c'est 5, qu'on appelle les gold nuggets, les pépites. Les 5 pépites qu'on a trouvées et on fouille dans plein d'endroits, mais on en ramène 5. On n'en ramène pas 50, ça marche jamais. Donc on en ramène 5. Si la question c'est pourquoi pas 6 et pourquoi pas 4, j'ai pas de réponse à ça. Parce qu'à un moment donné, il faut un chiffre et que 5, ça tombe bien. Mais si c'est 6, c'est pas dramatique. Donc à ce moment-là, j'ai mon objectif, j'ai le problème que je cherche à résoudre, j'ai le positionnement, j'ai la vue end-to-end et j'ai les nuggets qui n'ont rien à voir avec le McDo. Merci Panthéa. Et je rentre dans la phase execute où là, je pars dans la création de mon expérience, dans l'activité qu'on appelle design, un peu toujours bizarre ce mot, mais voilà, dans la création des écrans. Donc là, on propose des méthodes, encore une fois, toujours pareil, des activités proposées. Chacun trouvera les activités qui leur plaisent et en créeront d'autres. Et d'ailleurs, j'en profite pour tous ceux qui vont utiliser cette méthode et trouver des activités, de les partager, si vous voulez bien. On a vraiment l'intention de partager tout ça avec la communauté. C'est un grand honneur de partager avec la communauté française, là, de se dire, tiens, il y en a eu d'autres des livres, mais pas beaucoup de livres français, et se dire, allez, on y va tous ensemble, on crée des référentiels français et on va essayer aussi de les partager plus loin. Donc, votre aide, elle va être extrêmement précieuse. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Tous les challenges, toutes les découvertes, partagez avec nous, avec Rémi et moi, parce qu'on sera très, très fiers ensuite de faire évoluer la méthode avec toute la communauté. Donc, une des activités qu'on aime bien, c'est le design jam, qui est l'idée que, en fait,
on crée des itérations très rapides pour la construction des écrans. Hein, pour dire, on a fait des jams ensemble, on se voit 30 minutes tous les matins, et ces 30 minutes, elles aident à converger. Pendant 30 minutes, on décide. Et tout le reste de la journée, on diverge. On se dit, allez, tiens, on creuse ce pattern. Allez, pendant toute la journée, tu balances plein d'idées dans tous les sens, et demain matin, on se voit et on décide. Et on fait ça. Donc, c'est du diverge-converge, mais avec un rythme très particulier. Et on a tout un… Donc, je vous laisserai voir ça dans le livre, on décrit ça. On a aussi un planning où on invite aussi des collaborateurs tech, produits dedans. Voilà, il y a toute une logique. Moi, c'est une proposition. Chez nous, ça marchait bien. Livrable d'execute, un prototype bien propre, bien finalisé et des hypothèses que l'on a envie de tester. Voilà. Donc, il n'y a pas de proto, il n'y a pas de design sans hypothèse. En fait, le design, on dit toujours, on ne sait pas trop, on essaie de se sécuriser avec des guérillas, avec des choses comme ça, etc. Mais en fait, c'est des hypothèses, le design. Donc, quelles sont les 3 hypothèses majeures qu'on a envie de valider et qui, si elles sont validées, vont faire en sorte qu'on a confiance d'aller en delivery. Et si elles ne sont pas validées, vont nous faire nous poser les bonnes questions et peut-être recommencer un certain nombre de choses. D'accord? Voilà. Ça, c'est livrable d'execute. Et le D, qui est le dernier livrable, c'est decide. Et donc, dans cette étape-là, oui, des exemples d'hypothèses, ça peut très bien être, je ne sais pas, mais je veux que les utilisateurs comprennent ma fonctionnalité. Je veux qu'après avoir réalisé le flow, ils soient capables de m'expliquer ma fonctionnalité. Voilà. Ça, c'est un exemple. Je veux qu'après avoir fait face à ma fonctionnalité, ils réussissent telle tâche. Ça, c'est une autre hypothèse. C'est des choses où tu te dis, en fait, si j'arrive pas à valider ça en test, c'est pénible parce que je crois que c'est vachement important que ce soit validé. C'est les critères de réussite, en fait. D'accord? Si on reprenait un exemple de Blablacar, c'est par exemple, je souhaiterais que mon driver poste son trajet, propose son trajet sur l'application. Et donc là, tu regardes, on a l'hypothèse qu'en passant par ce design-là, il va pouvoir poster son trajet. Et là, en le testant, tu regardes si l'utilisateur valide donc ton hypothèse que ce design-là est le bon. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais… Oui. Et tu peux l'avoir à plein de niveaux. Tu peux l'avoir irréussi, ou alors tu peux même l'avoir en disant, attends, on est en train de travailler le prix qu'il va mettre sur son annonce. Donc, ton hypothèse, c'est, il va bien voir qu'il peut fixer le prix. Il va voir aussi que, en fonction du prix, il a plus ou moins de chances d'être acheté par un passager, etc. Donc, les hypothèses marchent à tous les niveaux, très macro et très micro, mais c'est des choses que tu as envie de valider, quoi. Jusqu'au content, on a des hypothèses sur il va comprendre que ce mot-là, ça veut dire ça, etc. Donc, oui, absolument. Et donc, l'idée, je vois de limite à 3, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que si tu as 10 hypothèses, tu vas avoir beaucoup de mal à valider tout ça. C'est rare de valider 10 hypothèses dans des tests utilisateurs. Tu peux les faire au fur et à mesure, mais en fait, les hypothèses, c'est souvent des variables qui se croisent. Donc, d'arriver à les isoler, c'est pas toujours simple. Donc, si c'est 2 ou si c'est 5, c'est toujours pareil. On essaye de mettre des chiffres pour forcer le focus. Voilà, parce que c'est important de se dire, j'ai un objectif d'en faire peu pour être précis. Maintenant, si ça bouge un petit peu, la vie du projet est comme ça. Mais je crois qu'il vaut mieux commencer par cibler 3 que de cibler 10. C'est pour ça qu'on a mis ça. Et donc, le dernier livrable, c'est un livrable de conviction. Parce qu'en fait, tout ce qu'on s'est dit là, on n'a pas encore de certitude. On a juste conforté nos convictions avec des insights utilisateurs, avec des tests, mais personne n'est sûr. Et c'est très important d'avoir des convictions. Je vois un biais du développement des A/B tests qui, au fur et à mesure, fait qu'on a de plus en plus tendance à se cacher derrière « Oh, la data nous le dira ». Et la data, elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas tout parce qu'on ne peut pas tout mesurer d'abord. Et puis parce que les data analystes, ils ne sont pas extensibles. Et puis que de toute façon, la plupart du temps, on va oublier. Et donc, pour moi, souvent, c'est une mauvaise excuse pour ne pas prendre de décision. Oui, on verra avec la data. J'ai envie de dire que, honnêtement, je crois que la moitié du temps, au moins, on ne voit jamais rien et on est passé à autre chose. Donc, moi, je crois que c'est important de s'appuyer sur les convictions des gens. Donc, pour terminer là-dessus, le livrable Decide, une fois qu'on a fait toutes ces étapes dont je vous ai parlé, la question c'est, est-ce que je suis confiant pour partir
en delivery. Voilà. Et ça, c'est un oui-non. Donc, le livrable s'appelle go, no go. Pour chacune des 3 hypothèses, on définit go, no go. Et c'est une décision d'équipe. Et je crois que ça, c'est vraiment important parce qu'on peut très bien avoir des gens, c'est important d'avoir cette discussion en disant, OK, est-ce qu'on est tous d'accord? Moi, j'ai volé cette idée, j'ai à peu près tout volé, hein, maintenant vous savez, d'un processus d'embauche dans une boîte qui s'appelle Intuit. C'est intéressant comme exemple de vol parce que vous voyez que le contexte n'a rien à voir. Donc, ce que j'ai volé, c'est que dans cette boîte-là, quand on embauche, à la fin des interviews, il y a un tour de table où il faut dire oui ou non. Il ne faut pas dire oui, mais alors par contre, il a ce truc qui, non, non, on a discuté, ça y est, on a tout dit. Maintenant, il faut prendre une décision, c'est oui ou c'est non. J'ai vécu ça et j'ai trouvé ça absolument fantastique parce que à un moment donné, oui, c'est pareil, l'embauche, on n'est jamais sûr. Mais à un moment donné, il faut bien prendre une décision. On va pas, oui, on mesurera avec la data. Je ne sais pas ce qu'on fera avec la data, mais en tout cas, là, il faut savoir si on l'embauche ou si on l'embauche pas. Donc, c'est du vol. Voilà, j'ai repris cette idée que j'ai remis d'une autre manière dans la fin de ce process et on dit, OK, on y va ou on n'y va pas en delivery. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se tromper, ça veut juste dire qu'il faut prendre une décision. Génial, génial. Et on est un petit peu en retard, mais c'est super. C'est parfait. Ah non, c'était parfait. Moi, je ne sais pas si on peut dépasser 5 minutes. On va dépasser 5 minutes. J'ai une question pour toi, Tristan. Ça fait 2 ans qu'on me la pose chez John Maestro. Et j'aimerais bien entendre ton retour là-dessus. Pour toi, c'est quoi la différence entre un product manager et un product designer? 5 minutes. Vous avez 3 heures. Moi, j'ai un petit rêve, c'est qu'il n'y en ait plus au bout d'un moment. En fait, moi, j'adore le chevauchement, l'overlap qui existe entre les product managers et les product designers. J'adore ça parce que je crois qu'on va vers cette fusion. C'est-à-dire qu'en fonction des parcours qu'on a, on a des forces différentes. Donc, un product manager, ils ont je dis ils parce que moi je suis designer, mais ils ont souvent un background peut-être plus business, parfois tech aussi. Quand les designers ont plus souvent un background des sciences humaines ou des métiers artistiques. Voilà. Donc ça existe. Mais en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il y a en fait des product managers qui sont super ouverts sur les métiers du design, qui sont des designers incroyables. Et il y a des designers qui ont un œil extrêmement fin, qui comprennent très bien les mécaniques de business. On a des designers salut Antoine, qui était dev. Et on voit aussi que le côté tech pour un designer, ça apporte aussi énormément. Donc en fait, on se ressemble énormément. Et je crois que donc oui, aujourd'hui, il y a encore une différence. Il y a des skills particulières. Est-ce qu'on peut tout faire? Peut-être. Il y a une histoire de volume de travail aussi. Hein. On ne peut pas tout faire, donc on se partage le boulot. Mais en tout cas, je crois qu'on se rejoint énormément. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce duo, parce que je crois qu'ensemble, on fait des choses formidables et qu'au bout d'un moment, nos différences, elles ne sont pas très importantes. Moi, je m'intéresse plutôt à nos complémentarités. Et ça, elles dépendent beaucoup des gens et des profils. Ouais, très aligné. Moi, je dis souvent qu'on est une équipe comme dans une équipe de foot où il y a des attaquants, il y a des défenseurs et le but, c'est de mettre le but dans le camp inverse. Merci pour tout, Tristan. Je pense que ça nous aide à faire le pont pour la suite. Flavie, Exactement, oui, c'est quelque chose sur lequel on est très aligné, cette conclusion qui fait très bien le pont justement avec, on va vous parler un petit peu du programme justement de John Maestro qui a été construit par Panthéa dans 1 minute. Juste avant, une petite question pratico-pratique sur l'accessibilité de ton livre. On a eu plusieurs questions dans le chat. Est-ce qu'il va arriver en e-book et est-ce qu'il est distribué sur d'autres plateformes que Amazon? Alors, parce qu'il y en a plusieurs qui posaient la question. Pour le moment, c'est vraiment Amazon. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de force d'édition et Amazon fait très bien le travail pour nous. Donc, pour le moment, c'est que Amazon. Les prochaines étapes, c'est une version anglaise qui devrait arriver dans 1 mois. Parce que même pour la France, en fait, la version anglaise, c'est essentiel parce qu'on a plein de collègues qui ne parlent pas français dans nos équipes et qui ont besoin aussi de s'aligner. On a une version espagnole qui arrivera derrière.
Et on va travailler sur une version e-book. En fait, c'est plus de travail que ce que j'imaginais de faire une version e-book. Et comme bon, on est tous un petit peu occupés à côté, on essaye de faire ça. Ça viendra, mais pour le coup, sur le e-book, j'ai pas encore la date. Ok. Voilà. Et à partir de septembre, probablement, on commencera à faire des formations. On fera des formations de Discovery Discipline, vraiment focalisées là-dessus. Okay. Voilà. Un dernier petit truc, juste parce que j'ai vu plein de questions passer et c'est difficile de suivre tout. Si vous avez des questions, super ravi de vous répondre. Donc, vous me pingez sur LinkedIn, Tristan Charvilla, c'est facile à trouver et ravi de continuer des discussions avec vous. Voilà, je suis désolé si on n'a pas pu couvrir tout et les questions, elles m'intéressent énormément, donc n'hésitez pas. Ouais. Carrément, on a partagé ton LinkedIn un peu plus tôt. Ah bah voilà, Nicolas, invitation déjà envoyée. Je pense que tu vas être assez sollicité. On vous prend encore 2 minutes justement pour vous parler d'une autre manière de continuer en fait cette formation et ce qu'on s'est dit là. C'est du coup le programme Join Maestro de Product Design. On a la 2e promotion qui arrive le 14 juin. En fait, l'objectif de ce programme, c'est 8 sessions au cours du soir et c'est de permettre en fait de rendre accessible le Product Design et de former aux méthodes parce que exactement comme ce qu'on s'est dit, surtout sur la dernière question, c'est un sujet qui touche à tout le monde et sur lequel en fait on en fait, enfin dans le produit, souvent les PM en font un petit peu et en fait n'ont jamais posé les bases d'une méthode un peu solide en faisant le process de A à Z. Et du coup, c'est de ce constat-là qu'est né le programme construit par Panthéa pour justement répondre à ça. Et du coup, 8 sessions 100% en ligne de 18h à 21h. Le prochain batch, 14 juin, 21 juillet. On va vous remettre le lien pour voir le syllabus détaillé avec toutes les sessions, mais on vous en dit un tout petit peu plus et je laisse Panthéa annoncer la big news que vous voyez sur vos écrans. Alors, on a eu la chance aujourd'hui de discuter du livre un petit peu en highlight, en prise de hauteur sur le livre, sur vraiment ce que c'est, enfin, le cœur du livre. On va rentrer un peu plus dans le détail le 14 juin, puisque Tristan va nous détailler le process et va nous proposer un sujet fil rouge avec Malte qu'on va dérouler sur 8 sessions, 7 intervenants. Donc voilà, donc Tristan, si tu veux un tout petit peu nous dire, nous mettre l'eau à la bouche, ce qui se passe le 14 juin. Eh ben, ça va être l'occasion d'aller beaucoup plus dans le détail de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, le livre, on l'a imaginé. L'intention, c'était il faut qu'il puisse vivre sur un canapé et dans une salle de workshop. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir le lire tranquillement parce que ça nous intéresse le métier du design et on aime bien lire les idées des autres. Et en même temps, il faut que ça puisse être actionnable. C'est vraiment l'intention de ça, c'est il faut que ce soit pratique. Donc là, ça va être un peu l'occasion de voir comment tout ça rentre en pratique, de passer dans les étapes, de prendre plus de temps pour répondre aux questions. Ce sera des groupes forcément un peu plus petits et puis on aura plus de temps. Donc je serais vraiment ravi de parler de toute cette méthode ensemble, de qu'on regarde les livrables et voilà, qu'on rentre dans l'aspect pratico-pratique de tout ça. Ouais, il n'y aura pas de place pour tout le monde, donc venez vite. Et donc, pour vous parler du reste de la formation, donc il y a des intervenants de qualité. Je suis désolée, ma langue fourche après 1 heure. Donc, Tristan ouvre cette formation sur le process focus qu'on va aussi dérouler avec 7 intervenants. Toujours dans cette méthodologie de diverger, converger. On aura Marion de chez Blablacar qui est lead sur la user research, qui parle de user research depuis très longtemps. Et on va dérouler donc le sujet fil rouge, on va faire de user research. On aura Luz Delgado qui est Head of Design depuis très longtemps aussi et qui va nous parler des principes du X, du Y. Marie Glandu qui est une experte en brainstorming. Elle fait des brainstorming tous les jours depuis des années dans les grands groupes. Donc, elle sera avec nous. On a Antoine qui est chez Malte et qui est un expert du design system et il va nous expliquer c'est quoi un design system et que ce n'est pas un UI kit. Non, non, non. On a Arthur qui est Head of Design chez Shipeo qui va nous parler du prototypage. Ouh là là, ça fatigue. Prototypage rapide et des tests utilisateurs. Pour finir, on a Noémie Prin qui est chez Salesforce
qui est designer Europe, Product Design Europe de chez Salesforce, et qui, elle, va vous parler de l'importance du delivery et de l'ownership. Ça paraît flou, mais en fait, l'importance de ne pas laisser le bébé une fois qu'on a fait des maquettes, comment communiquer aux différentes stakeholders, qu'on soit tous alignés, et une fois qu'on a shippé, continuer à monitorer, etc. Et là, on a une belle démo day qui se fera avec Maestro à la 8e séance. Tu peux passer la prochaine slide. Et donc, voilà. Donc, surtout cette formation, il y a eu une première formation. Tu peux revenir un petit peu en arrière. Je vais juste... Donc, sur cette formation, c'est 80% de pratique, 20% de théorie. C'est, comme on vous disait, c'est de 18h à 21h, c'est 3 heures, 1 heure de théorie, mais surtout, vous allez partir avec des outils dans votre boîte à outils. Il y en a plein. Là, on vous donne ceux de nos intervenants experts dans le milieu. Vous allez apprendre à faire des user interviews, parler à des gens, des empathy maps, une journée map, comment on fait un workshop d'idéation, c'est quoi un design system, comment on prototype, et comment, surtout, on articule tout ça à la fin d'un projet. Donc, c'est vraiment complet, c'est des bases, c'est une initiation. Vous sortez de là avec une vision élargie et vraiment en sachant ce que c'est le product design et ce n'est pas juste bouger, faire du coloriage autour des wireframes. Mais je suis sûre que vous ne pensez pas que ça soit ça si vous êtes là. Donc, c'est pour qui? La vraie question, c'est pour qui? Effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Soit tu es dans le milieu tech, c'est-à-dire que tu es PO, tu es PM, tu es designer, graphic designer, mais le product design t'intéresse, la culture product, tu es dans une culture product et tu veux élargir tes connaissances, ta vision sur le product design, eh bien tu es le ou la bienvenue. Tu es solo entrepreneur, tu es couteau suisse, tu fais tout et en même temps tu as l'impression de ne pas bien faire tout. Là, tu veux vraiment te focaliser sur le product design, tu es bienvenu aussi. Tu es sur un produit tech. Tu n'es pas de la tech, mais tu as une forte appétence pour le product design et pour la culture produit en général. Et là aussi, contacte-nous. On verra si c'est fait pour toi la formation. Donc voilà. Voilà. Complètement. Et je reprends juste sur cette slide avec un aperçu de nos alumni que je ne vais pas forcément détailler, mais du coup, sur la dernière promotion, Julie, qui était product manager seul, sans designer chez ILEC, Livio, entrepreneur, Adrien, qui se lance dans le no-code et qui accompagne des clients pour développer des produits. Donc, c'est des profils qui restent très variés et évidemment, si vous le souhaitez, on peut vous mettre en relation avec certains d'entre eux si vous voulez échanger au sujet de comment est-ce qu'ils ont réussi à atteindre du coup leurs enjeux pro et comment est-ce qu'ils ont utilisé la formation dans leur job. Il y a Shana qui vient de vous partager un lien vers le calendar de Osvan de la team Maestro qui s'occupe du coup des admissions à ce programme et donc d'évaluer en fait votre niveau et de confirmer qu'en fait vous êtes sur la bonne formation et qui s'occupe ensuite des inscriptions. Je me remets sur la bonne. Ouais. Du coup, c'est terminé. En tout cas, merci beaucoup à tous de vous être connectés avec nous. Un grand merci à Tristan pour ce partage. C'était très riche et franchement, c'est hyper agréable parce que on sent la passion et t'es très calme dans tes explications, très pédagogue. J'avoue que moi, j'ai ma liste de questions juste là que je n'ai pas posée parce qu'il y avait trop de choses à se dire et en plus, du coup, je suis désolée pour tous les participants qui ont posé des questions qu'on n'a pas forcément eu le temps de prendre, mais voilà. Forcément, c'est le jeu du 1 heure. Et du coup, ça sera des questions qu'on pourra sans doute retravailler le 14 juin. Je suis très heureuse de t'avoir dans la promo. Et merci beaucoup, Panthéa, pour cette animation d'une main de maître, comme tu le fais sur la formation, comme d'habitude. Merci beaucoup à tous qui vous êtes connectés. N'hésitez pas du coup à nous contacter. Et puis, on a en prochain Maestrix aussi mardi sur le no-code et l'utilisation du no-code pour les processus en entreprise. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour participer à des prochains webinaires, surtout inscrivez-vous. Merci tout le monde. Très bon après-midi. Salut, au revoir. À bientôt. Bye bye.